Merci Thomas. Et c'est mes conflits d'intérêts potentiels. Alors, est-ce qu'il y a un futur pour le BVS ou l'Absorb dont on vient de parler? On a vu que globalement, ça peut faire le job d'un DES, mais avec des indications plus limitées, une implantation qui est quand même moins facile. Ça peut peut-être nécessiter, on n'en a pas encore parlé, une plus longue bithérapie anti-Blackadder, et dans certains pays, c'est plus cher. Pour un bénéfice, et là j'ai mis 3 points de suspension, j'aurais pu mettre, suivant mon humeur, 3 points d'interrogation ou 3 points d'exclamation. Il y a à mon sens 2 challenges techniques, un challenge technique initial et un challenge technique final, et on va voir comment les solutions qui se profilent à l'horizon peuvent essayer d'apporter une réponse à ces 2 challenges. Le premier, cette diapo, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois à high-tech, c'est le fait qu'on a un problème mécanique. On a besoin d'un outil qui résiste au sertissage et au déploiement. Ce sont donc des contraintes mécaniques fortes. Il faut donc qu'il résiste à ces contraintes. Et on a la nécessité d'avoir un outil capable de se déformer, toujours pour les mêmes contraintes, mais en même temps de fournir une force radiale suffisante. Et la seule façon qu'ont trouvé au début du développement de ces outils les ingénieurs, c'est d'augmenter la maille, donc d'avoir des mailles qui soient à la fois plus épaisses et plus larges. Et ces mailles larges et hautes ont un impact immédiat. Thierry vient de vous le montrer, je ne reviendrai pas là-dessus. Elles ont un impact également à court et moyen terme sur le risque de thrombose de stent. Ça a été montré clairement par les travaux de Nicolas Frouin. Et puis tout bêtement, plus il y a d'épaisseur de maille et de largeur de maille, plus il y a de masse à résorber, et donc le processus sera plus long. Alors, est-ce qu'il faut utiliser un matériel plus adapté? La plupart des stents résorbables, et c'est le cas de l'Absorb, utilisent pour la maille elle-même la configuration lévogir de l'acide polylactique. Mais on voit qu'on est très loin à la fois sur les modules d'élasticité et sur la tensile strength. On est très loin des capacités du cobalt-chrome. Et effectivement, les alliages métalliques se rapprochent un petit peu plus de ces propriétés mécaniques du DES classique. Globalement, il y a 3 solutions. La première, c'est de garder une base d'acide polylactique en configuration lévogir, et soit de changer la constitution du polymère en jouant sur la longueur de la chaîne ou la cristallinité du polymère. La deuxième solution, c'est de changer le traitement mécanique ou thermique de ce polymère. Et la troisième, c'est d'améliorer la force radiale uniquement par le design. Et bien sûr, on peut combiner ces 3 solutions pour obtenir quelque chose de nouveau. Voici les solutions qui sont proposées. Je vous ai mis en gras les stents qui sont actuellement en phase d'évaluation clinique. Donc l'Arteriosorb, c'est une petite start-up, 95 microns, pas encore de données cliniques. Le Falcon, c'est la nouvelle génération, la 2.0 de l'Absorb, qui ferait aux alentours de 100 microns, pas encore d'études cliniques. Et puis après, on a le Merez indien, le Magnitude, qui est une start-up américaine, le Firesorb, qui est un produit chinois, le Dissolve, qui vient d'Elixir, qui est une nouvelle version à 120 microns, le Renuvia, qui est un développement en Boston, 120 microns, et le Mirage, qui est également une start-up asiatique. Et je vous ai mis ici avec un petit smiley tous les stents qui ont montré une efficacité angiographique définie par un instant rate loss à moins de 0,25 à 6 mois. L'autre solution, c'est de changer de polymère. Celle qui a été la plus développée jusqu'à présent est l'utilisation d'un polycarbonate à base de désaminotyrosine. C'est le fantôme de Reva, qui a l'avantage de pouvoir incorporer également de l'iode. Donc ça le rend radio-opaque, comme vous pouvez le voir sur le stent boost de droite, avec une élution de sirolimus en 3 mois, une maille de 125 microns, mais une résorption assez lente, comme vous le voyez, et des données d'head loss qui sont pour l'instant plutôt bonnes. La troisième solution, c'est d'utiliser un alliage métallique, et le magnésium est le plus développé. Le plus connu, donc, c'est le Magmaris, qui fait 150 par 150, donc hauteur et largeur, qui a un coating de type hors-sirop et qui a une élution de sirolimus, qui donne donc un instant rate loss de 0,44 à 6 mois, de 0,39 à 12 mois, donc légèrement supérieur à ce qu'on a habituellement avec un DES, et particulièrement avec ce qu'on a avec l'hors-sirop. Probablement pas la même capacité d'étayage que celle de l'hors-sirop,
Mais pour l'instant, il n'y a pas d'impact clinique de cette différence en termes de weight loss. Le produit final de ce magnésium, c'est du phosphate bicalcique qui est donc incorporé dans la paroi de l'artère. Il y a d'autres développements à base de magnésium, et puis il y a des développements notamment chinois et canadiens à base de fer. L'idée étant d'avoir un stent en fer qui se corrode dans l'artère et qui va donc disparaître lentement, en sachant que l'idée d'avoir un stent qui rouille dans son artère n'est pas nécessairement très effrayante. Le deuxième challenge technique, c'est le problème du temps. La résorption, on perd la force radiale par la perte de masse moléculaire, mais ensuite le stent n'aura plus de force radiale, mais va rester dans l'artère jusqu'à disparaître complètement. C'est la disparition de la masse. Et l'idéal, c'est d'arriver à raccourcir cette période sans perdre la force radiale plus vite. Pourquoi? Parce que pendant cette période où le stent ne sert à rien en termes de tuteur, il est exposé à deux risques, la néo-hétérogénèse d'une part, et puis ce démantèlement intraluminal qui est responsable de thrombose tardive. C'est ce qu'on a vu, donc les dead discontinuities qui peuvent être incorporées dans la prolifération intimale, et dans ce cas-là, elles ne sont pas dangereuses puisqu'elles sont couvertes, ou au contraire se situent à l'intérieur de l'artère, parce qu'en fait, le stent s'est déstructuré, et il reste des morceaux de plastique un peu flottants dans la lumière de l'artère. On a cet exemple ici histologique, vous voyez que nos amis de Berne ont aspiré à 44 mois une thrombose de stent, ils ont récupéré un petit morceau de plastique dans cet aspirat donc de thrombectomie. Et vous voyez, quand on passe ça en spectroscopie, on voit que c'est vraiment de l'absorbe, et on est quand même à 44 mois. Alors l'idéal, effectivement, c'est de raccourcir ce temps de résorption sans perdre la durée donc, de capacité d'étayage. Et vous voyez qu'on a actuellement des solutions comme le BVS qui sont aux alentours de 36 à 48 mois, et puis des solutions qui se profilent comme étant plus courtes, en sachant qu'on a toujours la question, lorsqu'elles sont vraiment courtes, de savoir si l'étayage sera suffisamment long, ce qui revient à la question que j'ai posée tout à l'heure sur le weight loss du Magmaris. Le troisième challenge, à mon sens, c'est un challenge de validation clinique. Voilà ce qu'écrivait la FDA il y a 5 ans. Globalement, il faut des études d'efficacité par rapport au DES, ça on les a. Des études dont la durée correspond au temps de résorption, ça on ne les a pas encore tout à fait. Et puis des considérations pour des études encore plus longues, et ça on ne les a pas du tout. Et puis la difficulté, c'est que plus on fait des études avec un long suivi, et bien plus on va avoir un mélange entre des événements liés au device, liés à la progression de la maladie coronaire, et qu'il est parfois difficile sur ces événements à long terme de faire le distinguo entre les deux. Le dernier challenge, et il n'est pas le moindre, c'est le challenge financier. Développer un stent biorésorbable, ça a un coût en termes de temps, en termes de ressources humaines, ça a un coût en termes de validation clinique, parce qu'il faudra faire des études plus longues que pour les DES. Il faudra faire face à des questions des autorités de régulation qui seront plus complexes. Et donc, le temps nécessaire pour démontrer un bénéfice potentiel sera beaucoup plus long. Et en face de ça, on a donc un DES qui est un gold standard à bas coût, comme l'a montré Guillaume, avec donc un temps de retour sur investissement pour les financiers qui sera beaucoup moins favorable avec le BRS qu'avec le DES. Et puis, on a aussi à faire face à des payeurs, que ce soit un système de santé public ou privé, qui n'a pas nécessairement envie d'absorber le surcoût qui est lié, sachant que par ailleurs, il faut que le payeur fasse aussi face à la compétition avec le développement du structurel. La question qui se pose est de savoir si on a atteint ce que les investisseurs appellent le good enough wall, c'est-à-dire finalement on a un produit qui est suffisamment bon pour qu'il devienne compliqué de faire une innovation qui soit vraiment disruptive. L'analogie la plus classique, c'est de parler de l'aviation. Entre le développement du premier avion des frères Wright et le Boeing 747, il s'est finalement écoulé assez peu de temps. Et puis depuis, on fait juste qu'améliorer les avions de transport. Et la seule véritable innovation disruptive, c'était le Concorde. Et on voit qu'actuellement, il n'y a plus d'avions supersoniques parce que c'est trop compliqué à faire et que c'est trop cher et que le bénéfice n'est pas évident. Est-ce qu'on est dans la même situation avec le stent biorésorbable? C'est la question qui se pose, en sachant qu'elle se pose lorsque les développements viennent des États-Unis, mais elle se pose peut-être moins lorsque les développements viennent d'Asie. Et ce n'est pas un hasard si les endoprothèses les plus modernes que je vous ai montrées en phase actuellement d'évaluation viennent de Chine et d'Asie et d'Inde. En conclusion, je dirais que l'avenir du biorésorbable repose sur la capacité à développer et valider une nouvelle génération.
Les solutions techniques existent avec des mailles fines, entre 100 et 125 microns, pas aussi fines que les stents métalliques de dernière génération, mais fines quand même. Des résorptions plus courtes, avec peut-être un petit prix à payer en termes d'efficacité, mais que globalement, il est possible que l'avenir de ce concept du biorésorbable dépende plus des investisseurs financiers que des ingénieurs et des médecins. Je vous remercie de votre attention. Merci Bernard pour ce futur plein d'espoir. On peut grouper la discussion pour les 3 présentations. Est-ce qu'il y a des... On va peut-être demander à Guillaume et à Thierry, de me rejoindre. Stéphane ? Moi, j'ai une question pour Bernard. En fait, tu dis que ce serait pas mal qu'on ait une diminution de la durée de résorption. Mais ce qu'on voit, c'est que pendant la phase de résorption, on a beaucoup plus de ce qu'on appelle Peri-Strat Low Intensity Area. C'est probablement de l'œdème. Alors, c'est un œdème qui est en partie inflammatoire. Ça, c'est les données animales qui nous ont dit. Mais c'est aussi la dégradation du polymère, en parlant du PLA. Le PLA est dégradé avec de l'eau. Et puis, c'est rendre l'artère friable, vulnérable pendant cette période. Une espèce d'œdème qui va se faire dans l'artère. Ma question, c'est si tout d'un coup, on a la même masse à dégrader en moins de temps, on va inonder l'artère. Et ma question, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Parce que finalement, on aura une période qui sera peut-être courte, mais avec une artère qui sera très vulnérable. C'est pour ça que les 2 innovations sont importantes. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir des mailles plus fines, donc on n'aura pas effectivement la même masse. C'est-à-dire que le fait de passer de 150 par 190 microns à 100 par 100, par exemple, diminue considérablement la masse et va limiter l'inflammation liée au moment de la résorption. Une question d'Antoine Pi. Bernard-Antoine Pi. Il semble que la phase de résorption... Je suis là. Oui. Il semble que la phase de résorption des endoprothèses de type BVS soit un peu inconnue. Il semble qu'il puisse se former des ponts d'épithélium entre 2 struts qui sont en train de se résorber, pas à la même vitesse. Est-ce que tu conseillerais, au bout d'1 an ou d'1 an et demi, de reprendre un patient chez lequel tu as un doute pour faire une choro avec une écho endocoronaire de manière systématique? Non, certainement pas, parce que le fait de repasser un outil à l'intérieur d'un BVS implanté, surtout s'il est en phase de résorption, peut aussi favoriser la déstructuration des éléments de corps étrangers qui restent à l'intérieur. Donc je pense que si on n'a pas d'éléments cliniques pour faire ce contrôle, il ne faut certainement pas le faire. L'autre question qu'on peut se poser dans cette phase-là, c'est de savoir s'il faut remettre le patient sous bithérapie antiplaquettaire. Résoudre le problème. Alors, on est quand même sur un niveau de définition qui va être difficile à évaluer en termes de scanner. Et compte tenu de tous ces éléments-là, sachant qu'on nous a vendu un peu le BVS comme la solution pour un sujet jeune de se débarrasser de sa DAPT rapidement, et on est en train de constater que c'est le contraire, au bout de combien de temps, et évidemment on allait te poser la question, penses-tu nécessaire d'arrêter la DAPT? Combien de temps il faut la prolonger? Alors, jusqu'à présent, on conseille de donner 1 an de bithérapie antiplaquettaire. La question qui peut se poser, est de savoir si à un moment donné, vers la fin de la période de résorption, il faut reprendre la bithérapie antiplaquettaire. C'est une question qui se pose, c'est une question à laquelle on aura peut-être des éléments de réponse avec Absorbe 3 à 2 ans, très bientôt, dans 1 mois et demi à peu près, avec aussi l'étude AIDA qui est en phase de publication et qui devrait sortir dans quelques semaines. On aura des éléments supplémentaires pour prendre une décision, sachant qu'il existe des centres en Europe qui ont rappelé leurs patients pour les remettre sous antiplaquettaire. Double. L'autre question qui se pose, c'est quelle bithérapie antiplaquettaire du coup? Est-ce que ça va être Plavix? Est-ce qu'on va aller sur des antiagrégants plus puissants? Un petit commentaire sur la bithérapie antiplaquettaire. Je crois que je suis d'accord avec Bernard, mais si on se regarde ce qui se passe avec quel que soit le type d'endoprothèse, Stentunus, Stentactive, première, deuxième génération et Vérolimus, à chaque fois qu'on a testé des bithérapies longues, on réduit les événements ischémiques, les thromboses de stent, quelle que soit la qualité du device. Donc on peut imaginer
qu'une poursuite longue de la bithérapie sur un plan conceptuel va probablement éviter quelques événements. Mais on n'a pas de données randomisées, c'est difficile d'appliquer ça à tout le monde, mais on peut imaginer qu'il y ait cet intérêt-là. Après, le type de durée, enfin le type de médicament, c'est toujours intuitif aussi, mais on peut imaginer aussi que chez des patients qui ne sont pas forcément très instables, on peut, pour certains patients, les considérer comme relatifs au risque et basculer sur des bithérapies un peu plus puissantes, peut-être au départ. Pour la durée, tu fais combien en pratique, Guillaume? En pratique, il m'arrive avec des stents actifs de nouvelle génération de faire des durées de bithérapie longues. Donc, il m'arrive avec des BVS de faire des bithérapies longues, notamment chez les patients à bas risque hémorragique. C'est basé pas sur d'études cliniques, mais sur le bon sens et le fait que DAPT a quand même bien montré que de faire une bithérapie longue, ça réduit les thromboses de stent. Et dans Absorb 2, il y a finalement très peu de thromboses de BVS quand les patients sont encore sous bithérapie, donc c'est quand même aussi un argument. Oui. Juste une petite remarque. On a une discussion comme s'il était acquis que les BVS thrombosaient davantage. Donc, si j'ai bien compris, dans Absorb, ce qui thrombose, c'est à moins de 2,5, si j'ai bien compris la différence par rapport au DES. Je me trompe ou... Non, dans Absorb 3, effectivement, les thromboses de la première année sont plutôt sur les petits vaisseaux. Les patients dans Absorb 2 qui font des thromboses à partir du 18e mois, entre 18 et 36 mois, ne sont pas spécialement des petits vaisseaux. Là, la différence est significative par rapport au DES. La différence à 36 mois est significative, oui. 0,04. Oui. Je voulais juste revenir sur ta question sur la durée de dégradation. Je pense qu'elle est fondamentale. Et en fait, on se rend compte que finalement, si Absorb va probablement baisser, notamment par réduction de la masse, on voit que le Magmaris n'a pas arrêté de monter. Donc on est passé, la première étude était 3 mois, la deuxième 6 mois, la troisième 12 mois. Donc à mon avis, les deux vont peut-être se rejoindre à un moment. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Bernard, mais je pense que 6 mois, c'est certainement pas assez. 5 ans, c'est probablement trop. On annonçait la résorption complète du BVS à 3 ans. Je pense que c'est quand même trop tôt. Et Absorb 2 à 3 ans était, à mon avis, le endpoint à 3 ans était un peu prématuré. Bernard, est-ce que tu ne penses pas que finalement, ce qui est extrêmement encourageant, quand on a eu les stents tenus, on s'est dit que finalement le ballon, ça ne marchait pas bien. Quand on a eu les stents actifs, on s'est dit que le stent tenu, ça ne marchait pas bien. Et là, on a l'impression que le principal message de l'histoire des BVS dont on a parlé, c'est de se rendre compte qu'on a des résultats absolument exceptionnels avec la technologie que sont les stents actifs. Et donc finalement, c'est quand même aussi, c'est quelque part une bonne nouvelle aussi. Oui, ça c'est l'aspect positif. On peut effectivement voir la bouteille à moitié pleine. C'est ce que j'explique, hein, c'est le concept du good enough wall. Hein. Est-ce qu'on en est là? C'est la question qui se pose. Pour les patients qui sont sous traitement anticoagulant pour une fibrillation atriale, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas mettre de BVS? Et si c'est le cas, il faut maintenir la double anti-agrégation plaquettaire pendant combien de temps? Ouais, moi, personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre un BVS chez quelqu'un qui est sous anticoagulant. Ça nécessitera une triple thérapie dont la durée est inconnue. Et c'est assez souvent des patients, c'est pas forcément des patients qui sont parfois très âgés. Donc, personnellement, je ne mets pas de BVS lorsqu'il y a un patient sous anticoagulant oral au long cours. C'est vrai que la question se pose rarement finalement, puisqu'on met des BVS sur les jeunes et qu'on n'a pas beaucoup de patients jeunes en fibrillation auriculaire. Mais moi, je l'avoue que la question ne s'est jamais posée en fait. Quelle est l'utilisation en France de BVS? C'est approuvé? 0,8%, mais ce n'est pas approuvé pour l'instant. Enfin, ce n'est pas approuvé. Ça n'est pas remboursé. 8%. 0,8%. 0,8%. Oui. Dans le reste de l'Europe? Je n'ai pas de données extrêmement précises. Il faudra poser la question aux gens de la boîte vasculaire. Une question. Il y a un papier qui montrait qu'il y avait un sur-risque quand on les mettait sur des lésions ostiales. Tu n'as pas fait mention dans tes limitations d'usage, Oui, parce que notamment le recall. Effectivement, c'est dans les instructions for use. Hein, on ne doit pas le mettre, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce qu'on ne doit pas le mettre sur les lésions ostiales.
important à dire quand même, parce qu'on a tendance à dire c'est des... On va le mettre comme ça, après il se fait la malle, on gêne plus, on déborde plus en amont, mais je crois que c'est une indication qui est dangereuse, il faut le dire. Aujourd'hui, on ne doit pas le mettre dans les lésions osseales, on ne doit pas le mettre dans les rosténoses. Et dans les pontages. Je peux juste poser une question à Augusto. C'est quoi l'incidence d'utilisation du BVS aux États-Unis? Parce que j'étais à Auckland en début d'année passée. Et puis à Auckland, ils n'utilisent quasiment pas le BVS chez Ormiston. Donc, combien c'est aux États-Unis? C'est presque 0,8, peut-être un tout petit peu plus, mais on ne l'utilise pas. Pas fréquemment. Il y aura quelques opérateurs qui sont très enthousiasmés, utilisent un tout petit peu plus, mais très rare. J'étais au Japon, moi, et j'ai vu qu'on utilisait les BVS, Taïwan et Japon. Beaucoup. On a fait des cas compliqués à Taïwan. C'était tous des BVS. J'étais impressionné, moi. Alors, je ne sais pas si c'était pour le cours en direct ou si en pratique, ils font la même chose. Mais ils ont des lésions très diffuses. Alors, ils remplissent l'artère de BVS avec l'espérance, l'illusion qu'éventuellement, il ne va pas y avoir de stent. Et ça, peut-être, c'est une indication pour le futur. Au lieu de mettre un full metal jacket, de préparer bien l'artère et de mettre plusieurs BVS. Et Stéphane, Olivier, en Suisse, le niveau de pénétration des BVS? Le soufflet est bien retombé, hein, disons. On était très enthousiastes, on est monté à 10%, puis là on est bien redescendu, hein, disons. Personnellement, on a fait très peu. Je crois qu'on a fait 8 Magmaris l'année passée. On n'a pas remis de BVS. On va recommencer un petit peu, mais c'est minime. À Lausanne aussi. Hein. Oui, c'est la même chose. Moi, je trouve que l'indication, c'est de la mettre dans des études pour savoir ce que deviennent les patients. On a une REL, on a Compare Absorb, on a plein d'études et il faut les mettre pour voir ce qu'ils deviennent, mais il faut savoir ce qu'ils deviennent, ces patients. C'est pas comme le DES où on peut finalement laisser les patients partir. Oui, je crois que ton commentaire est essentiel. Enfin, à mon sens, effectivement, l'indication actuellement des BVS, c'est les études cliniques essentiellement. Et je pense que c'est très important de continuer à les faire. C'est très important de continuer à suivre les malades. Et on ne peut avoir qu'un seul regret, à mon sens, c'est que les premières implantations qui ont été faites en 2010-2011 en Inde et au Moyen-Orient n'ont pas été suivies, qu'il n'y a pas eu de registre structuré, parce qu'à ce moment-là, si on avait eu ça au départ, actuellement, on aurait des données cliniques solides à 6 ans, à 7 ans, et on ne les a pas.